D'accord, bonjour. Bonjour à tous les internautes. Je suis Kwasi Sikra, psychologue du travail et des organisations, psychologue en santé. Et je suis consultant également formateur et consultant pour le compte du regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains. Et je suis également fondateur de Ailleurs, qui est un collège de consultants. Voilà. Brièvement, c'est ainsi que je peux présenter, voilà, Kwasi. Donc, je suis là ce soir pour intervenir sur le cas du harcèlement moral. Comme Eugène le disait plus tôt, c'est quelque chose d'assez fondamental pour le bien-être des personnes en entreprise. Et donc, il est intéressant pour nous que nous en parlions. Donc, je suis heureux d'être avec vous. Voilà, c'est un peu ma présentation. Ok, merci beaucoup, Sika. Je pense que tu es un consultant de grand niveau hein, parce que tu portes beaucoup de casquettes et je te félicite d'y arriver au quotidien parce que c'est très évident. Hein. Donc Merci. voilà, si tu peux nous définir en une minute rapidement, c'est quoi le harcèlement sexuel pour nous situer déjà? Qu'est-ce que le Euh, harcèlement, pardon, qu'est-ce que le harcèlement moral au travail, s'il te plaît? d'accord. Pour faire simple, le harcèlement moral peut être assimilé au harcèlement psychologique. Voilà, un harcèlement psychologique, c'est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes, voilà, est soumis à une pression ou à des attaques sans cesse, c'est-à-dire répétées, au travail, bien sûr. Et on peut l'identifier ici comme un ensemble de conduites, voilà, d'actions répétées, souvent injustifiées, voilà, envers une personne ou envers plusieurs personnes qui ont pour objectif déjà de pouvoir vexer ou influencer la personne dans son estime, mais aussi qui, dans un élan plus large, influence un peu les conditions de travail, voilà, ainsi que la santé pour en aboutir là. Voilà. Si je peux définir un peu l'harcèlement moral, c'est un peu ça. Donc, tu peux un peu répéter en des mots, tu peux un peu répéter, s'il te plaît, en des termes beaucoup plus simples pour nous, que nous Oui. puissions mieux maîtriser ce Mhm. qu'on met dans ce terme de harcèlement moral. D'accord. Pour être plus simple, ce sont des personnes qui, dans notre environnement de travail, qui soit disposent d'un certain pouvoir ou sont supérieurs au niveau hiérarchique, voilà, qui exercent une certaine pression sur euh, leurs collaborateurs. Ce sont des pressions souvent injustifiées, comme je le dis, j'insiste sur ce mot injustifié, et répétées, bien évidemment. Donc, ce ne sont pas des choses qui se font une fois ou une journée, ce sont des choses qui se font de façon répétée, voilà, mais qui ternissent un peu les conditions de travail, qui diminuent l'individu dans son estime de soi et qui, pour finir, voilà, influencent ou impactent la santé physique et psychologique de celui qui est, voilà, harcelé. Donc, pour comprendre, c'est parce que tout à l'heure, tu as dit quand le supérieur, donc ce n'est que le supérieur qui peut infliger, cette détresse, si je peux le dire comme ça, à ses collaborateurs. Ça ne peut Euh, pas venir du bas, c'est nécessairement le supérieur. C'est toujours dans le un supérieur, en fait. bon, pas forcément le supérieur, mais dans un contexte plus permissible, c'est comme ça que c'est vu. Sinon, des collaborateurs de même niveau peuvent vivre, voilà, ce harcèlement moral-là, c'est-à-dire ton collègue immédiat ou ton équipier peut, voilà, te harceler moralement, mais également, il peut arriver que ça soit de façon ascendante, donc ça vient un peu du bas, donc voilà, ça peut se faire dans ce sens-là également. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous serons assistés par Mort. Hein. Donc, Mort, toi aussi, s'il te plaît, parce qu'il intervient beaucoup. Donc, Mort aussi intervient beaucoup sur les sujets de harcèlement social. Donc, voilà, Mort, si tu peux. Donc, Mort, si tu peux aussi nous définir hein, en deux ou trois thèmes ce que c'est que le harcèlement moral au travail. Ah, merci beaucoup, Régine. Ah bon,
Est-ce que tu veux que globalement je parle du sujet ou que je donne juste une définition du harcèlement? Ça dépend de toi. Tu es libre. L'objectif, c'est de nous passer le message, en fait. Donc maintenant, Voilà. OK. Je voudrais partir déjà de faire un peu la genèse de la question parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui de plus en plus prend de l'ampleur en Afrique et c'est intrinsèquement lié à la notion de bien-être du personnel. Et le bien-être est défini par l'OMS comme étant un état d'esprit qui est caractérisé par une harmonie satisfaisante entre, d'un côté, les aptitudes, les besoins et aspirations du travailleur et de l'autre côté, les contraintes et les possibilités du milieu du travail. Et aujourd'hui, je disais à une collègue récemment que le problème du harcèlement moral, c'est qu'en Afrique, nos États en parlent peu. Et nous avons la chance de vivre dans des sociétés civilisées où nous avons l'État qui est garant de notre sécurité, qui est garant de nos droits, qui doit légiférer dans différents domaines, nous dire ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on peut accepter, ce que l'on ne peut pas accepter, ce que l'on a le droit de ne pas accepter en entreprise. Donc, il appartient à l'État de légiférer, de nous dire ce qu'est le bien-être du personnel en entreprise, ce que l'employeur a le droit de faire, ce que l'employeur n'a pas le droit de faire pour ne pas compromettre le bien-être du personnel. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Afrique, comme je l'ai dit tantôt, nos États n'ont pas encore assez légiféré la notion d'harcèlement moral. Même si nous parlons de bien-être du personnel, même si dans les lois africaines, on peut retrouver la notion de bien-être du personnel, le harcèlement moral qui, par contre, compromet le bien-être du personnel, nos lois n'en parlent pas en Afrique. On en parle très peu. Aujourd'hui, la référence que l'on prend, c'est le droit français. Et en France, la chance qu'on a, c'est que la question est bien régie par le Code pénal en ses articles. Si j'ai bonne mémoire, 232, 33.2. Il y a aussi le Code du travail français qui en parle et différents textes dans le cadre de la modernisation sociale en France. Et il y a aussi la jurisprudence française qui a à plusieurs reprises, à la différence de ce qu'on a en Afrique, qui à plusieurs reprises a sanctionné le harcèlement moral. Et en sanctionnant le harcèlement moral, la jurisprudence française donne une définition de cette notion. Dans certaines jurisprudences, par exemple de la chambre sociale de la Cour de cassation française, on nous dit, comme l'a dit mon prédécesseur, que le harcèlement moral est constitué par un ensemble de pratiques répétées. Donc, ça peut prendre la forme de grossièreté qui sont prononcées par un supérieur hiérarchique ou un collègue. Je suis bien d'accord avec lui quand il dit que ça peut venir d'un collègue, donc de façon horizontale, ça peut venir du supérieur hiérarchique, comme ça peut venir aussi du bas. La chambre sociale de la Cour de cassation française nous dit que ça peut prendre l'aspect de grossièreté, de menaces, d'insultes ou de mesures vexatoires que l'employeur peut prendre à l'égard de l'employé. Le harcèlement moral aussi peut être le résultat d'un comportement autoritaire, donc qui serait manifestement excessif de l'employeur à l'égard de son employé, ou la mise en œuvre de méthodes de management qui seraient attentatoires aux droits et à la dignité de l'employé qui est concerné par la mesure. Donc, toutes ces définitions-là nous ont été, produites par la chambre sociale de la Cour de cassation française. Et j'ajouterai aussi que le harcèlement moral qui vient du bas peut prendre à une fois pris la forme d'un groupe d'employés, par exemple d'un groupe d'employés qui posent un acte de façon répétée à l'encontre de leur supérieur, afin de lui mettre une pression qui serait malvenue. Donc, ce type de comportement aussi, de la part d'un groupe d'employés, a pu être considéré comme étant un harcèlement moral. Donc, au jour d'aujourd'hui, la définition la plus connue du harcèlement moral, c'est que ça peut être
une conduite qui est abusive du moins, des gestes, des paroles, donc des comportements ou des attitudes répétées ou systématiques visant à dégrader les conditions de travail d'une personne. Et dans le public, j'ai une fois cité sur LinkedIn l'exemple d'une connaissance à moi qui était venue me voir parce que simplement, son employeur, sans aucune raison apparente, a décidé de l'affecter à Tambacounda. Donc, Tambacounda, pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est la région qui est plus à l'est, vers la frontière malienne. Donc, Tambacounda, pendant longtemps, ça a été la région la plus pauvre du Sénégal, la plus désertique, la région qui, du point de vue densité population, est la plus faible. Donc, c'est la région la moins habitée du Sénégal. Voilà, j'aime bien Tambacounda, mais c'est la région où les employés préfèrent le moins partir. Donc, souvent, dans le public, pour sanctionner quelqu'un, on peut le prendre et le muter à Tambacounda. Donc, mon ami est venu me voir pour m'expliquer que son employeur, sans une raison apparente, sans qu'il y ait vraiment pas le besoin, l'a muté à Tambacounda. Simplement, c'est une forme pour pousser l'employé à la démission. Et cette pratique est bien constitutive de harcèlement moral. Ah bon? Oui, oui, ça peut être. Non, oui, il faut. C'est très important de nous donner, je pense que Sika aussi va nous partager, c'est bien de nous donner des cas concrets comme ça, parce que très souvent, on ne se rend pas compte, on se dit peut-être, bon, c'est une affectation disciplinaire, mais on ne l'assimile pas réellement à du harcèlement, en fait. Tout à fait, ça peut prendre la forme d'un harcèlement moral dans la mesure où, dès l'instant qu'il n'y a absolument pas de raison qui puisse justifier que l'on mute l'employé à cet endroit où l'on sait que les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Voilà. Dès l'instant qu'on met l'employé dans ce genre de situation pour quelque part le pousser à la démission, pour le mettre dans les conditions qui puissent faire que l'employé décide de partir de lui-même, la pratique peut être constitutive de harcèlement moral. J'aurais dû te rencontrer un peu plus tard, mort. J'aurais dû te rencontrer un peu plus tôt. Tu m'aurais aidé dans beaucoup de situations avec ces exemples, cet exemple surtout particulier parce que beaucoup de gens le vivent dans l'entreprise, mais on ne l'assimile vraiment pas à du harcèlement moral parce qu'on se dit, par exemple, moi je connais un peu Dakar, hein, j'ai étudié à Dakar, ceux qui ont fait des études à Tambacounda, on va te dire, il y a des gens qui vivent là-bas. On a créé une nouvelle, par exemple, ils peuvent prendre comme motif, on a créé une nouvelle agence et il faut que tu ailles travailler dans cette nouvelle agence. Bon, maintenant, quand tu dis qu'il faut justifier, comment un collaborateur peut arriver à justifier qu'une affectation dans une zone comme Tambacounda, qui est un peu très sèche, où les conditions sont difficiles, sont un harcèlement, en fait. C'est ce truc-là que je veux comprendre. Comment arriver à avoir des mots, des éléments assez pertinents pour prouver que ça, c'est un harcèlement moral. J'allais en venir aux éléments. Donc, le cas que je vous ai donné tout à l'heure, c'est l'employé, en plus du fait qu'on l'ait muté à cet endroit, l'employeur s'est contenté, pour certains points, de se limiter au strict minimum prévu par la loi en termes d'accompagnement financier, d'une part, et d'autre part, l'employeur s'est refusé catégoriquement à mettre ce qu'il faut comme moyen pour l'accompagner financièrement. Pour être un peu plus clair, quand je dis que l'employé s'est limité au strict minimum pour accompagnement, la loi sénégalaise dit que lorsque tu mutes ton employé, tu dois lui assurer le transport de ses bagages ou lui donner de l'argent pour qu'il transporte ses bagages. Tu dois lui trouver un logement ou lui donner de l'argent pour qu'il paye son logement. Et quand l'employeur se limite à dire qu'il n'a pas de voiture, de véhicule pour transporter ton mobilier, il te donne à la place 30 000 francs CFA. Alors que tu es un cadre de haut niveau qui a fait près d'une dizaine d'années dans l'entreprise, que l'employeur se limite, essaye de se conformer à une loi qui date des années 70 ou 80 en te donnant 30 000 francs CFA et d'autre part, pour dire qu'il satisfait aux besoins de trouver un logement, qu'il te donne un montant qui correspondrait par exemple à un minimum pour loger l'employé qui occupe, qui est, comment dire, à un poste qui se trouve au bas de l'échelle de l'entreprise,
simplement pour juridiquement se couvrir, mais en te mettant dans des conditions qui ne correspondent absolument pas à tes standards ou aux standards du poste que tu occupes. Donc voilà, il s'agit d'un ensemble de faisceaux d'indices qui, lorsqu'ils accompagnent le fait de muter l'employé dans ce genre d'endroit, puissent aider l'employeur à démontrer qu'il fait l'objet de harcèlement moral via cette mutation. D'accord, merci beaucoup, hein. Sikra. En tout cas, vraiment, ce que tu as dit est tellement pertinent, moi, que je ne pouvais pas imaginer, moi-même qui suis un peu dans le domaine des ressources humaines, je ne pouvais pas imaginer qu'en fait, muter un collaborateur, parce que moi, je connais pas mal de managers que j'entends. Quand on les mute dans des régions à l'intérieur, très souvent, ça ne suit pas, en fait. Très souvent, l'accompagnement ne suit pas. Ils ont le strict minimum, même pour recevoir les frais d'aménagement. C'est tout un défi. On leur donne vraiment le strict minimum. Ils ont même du mal à vivre. Hein. Parce que on te dit non, tu as fait une promotion, mais après, les conditions qui accompagnent ton vivre tout le jour, dans ton quotidien, dans cette religion sont vraiment, comme je dis, elles n'en valent pas la peine. Mais bon, avec la précarité de l'emploi, et on ne peut pas imaginer en aucun moment que ça peut être assimilé à du harcèlement moral. Sikra, qu'est-ce que toi tu voudrais ajouter? S'il te plaît. Alors, merci. Je pense que Mo a développé un peu la chose dans son élan il a vraiment travaillé sur le domaine parce que quand tu l'écoutes, tu sens qu'il a des informations. Voilà, il est passionné de la chose. Alors, moi, je me renchéris dans ce qu'il dit pour dire que le harcèlement moral même trouve sa source également dans aujourd'hui la mondialisation. Vous voyez que lorsque aujourd'hui il est possible de pouvoir avoir plusieurs personnes d'horizons différents dans une même entreprise, ça nous amène également à vivre avec des cultures différentes, des personnalités différentes, des réalités différentes, des histoires de vie différentes, souvent qui sont au-delà même du pays dans lequel nous sommes. Et nous savons que chaque pays a seulement, je dirais, à des valeurs, à des manières de penser, à des manières de réagir. Je prends par exemple ici en Côte d'Ivoire, il est difficile pour une personne, même s'il occupe des postes de cadre, de pouvoir essayer d'assujettir ou bien mettre la pression à une personne qui est plus âgée que lui. Du coup, il y a ce petit élément-là qui le retient lorsqu'il a envie de faire quelque chose. Mais cette manière de voir les choses, cette orientation des choses-là, se dissipe au fur et à mesure que ces cultures-là s'embrassent. Lorsque tu te trouves dans une entreprise internationale, tu es obligé de réagir avec la valeur culturelle de l'entreprise. C'est une culture qui est assez mixte et tu es obligé de collaborer avec des personnes qui ont ces manières de penser, ces manières de réagir. Ce qui pourrait peut-être être identifié comme un harcèlement moral pour moi, peut être juste une éducation pour l'autre. Une pratique culturelle, une pratique culturelle pour l'autre. Et voici en réalité où réside la difficulté dans ce qui est identification des éléments de l'harcèlement moral également. Et on pourra peut-être dire que je vais me plaindre parce qu'il y a telle personne qui se comporte de telle manière ou de telle manière envers moi, mais ces éléments-là peuvent être interprétés de la part de cet individu-là, de cet harceleur-là, comme juste un élément de sa manière de voir les choses. Et donc, c'est un peu difficile. Il a également parlé de mutation, c'est quelque chose d'assez réel. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache derrière certains thèmes. Les mutations sont des faits de harcèlement moral. Je peux parler même également des pertes des avantages, parce que tu peux occuper un poste avec une gratification et tout ce qui tourne autour du poste, mais juste pour une certaine forme de sanction, une certaine forme d'harcèlement, on peut te retirer certains avantages du poste. On peut te retirer certains avantages du poste. On peut même également soit augmenter ta charge de travail, soit diminuer la charge de travail. Je connais des personnes qui sont vraiment à fond dans leur boulot, qui aiment quand ils ont de quoi faire, qui sont chargés au quotidien, qui sont occupés. Ce sont des personnes qui sont vraiment obnubilées par le travail.
Et ces genres de personnes-là, lorsque le harceleur a vraiment envie de te toucher jusqu'à te pousser à la démission, cet harceleur-là peut te diminuer ta charge de travail. Et c'est comme une sanction. Donc, le fait de diminuer une charge de travail, c'est également un harcèlement moral. Le fait Diminuer une charge de travail, il faut dire une charge de travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, excusez-moi, non expliqué, hein, parce que moi qui suis dans le bien-être au travail, on explique que quand la charge de travail est aussi élevée, après un moment donné, ça peut être source de stress. Donc, il faut prendre en compte certains éléments. Il faut bien expliquer que lorsque ce n'est pas expliqué et justifié, diminuer cette charge de travail-là constitue un acte de harcèlement moral. De harcèlement moral, oui, voilà. Sans justification, bien sûr. Sans justification, c'est un harcèlement moral. On peut également parler également d'augmentation de charge de travail. L'augmentation, on sait que tout poste est régi par un certain nombre de charges de travail. Quand l'individu arrive dans le poste, il sait à quoi s'en tenir, il sait ce qu'il a à faire. Mais le fait de pouvoir, par exemple, lui déléguer des tâches qui sont normalement, qui devaient normalement être imputées à une autre personne, c'est une manière également de le pousser à la faute. C'est une manière de le pousser vraiment à bout et trouver des excuses pour un licenciement ou bien, je dirais, une démission. Donc, il est impératif pour la compréhension de l'harcèlement moral d'étendre un peu, d'ouvrir un peu son esprit sur un certain nombre de points qui sont assez vraiment, je dirais, négligeables pour d'autres, mais qui, pour l'œil de celui qui désire travailler dans ce domaine comme moi, bien sûr, voilà, c'est de prendre tous ces petits éléments-là en compte et ça permettra de pouvoir vraiment faire l'état des lieux et pouvoir vraiment accompagner une personne dans ce sens-là. Voilà. D'accord, si j'ai bien noté ici, il y a M. Lucius Mukete qui a levé la main. Juste une minute, si j'ai bien noté les cas, les exemples que vous avez donnés, vous avez parlé en cas de mutation, en cas, le côté culturel, on pouvait aussi savoir que le côté culturel peut avoir un impact sur le harcèlement moral, la mutation, la charge du travail mort. Tu veux rajouter quelque chose ou bien je passe la parole à Muketou, M. Muketou? Oui, j'allais juste rajouter sur ce qu'il venait de dire, que souvent les employeurs profitent de ce qu'on appelle le pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur a ce qu'on appelle le pouvoir de direction, donc ça lui permet de modifier ta charge de travail à la hausse comme à la baisse. Et tu vois, un vrai bosseur, tu lui enlèves toutes ses tâches. J'ai vu des cas comme ça en entreprise, quelqu'un qui peut avoir un salaire d'1,5 million, qui a des engagements bancaires. Tu enlèves absolument toutes ces tâches, tu coupes tous ces accès, tu le mets dans un coin de l'entreprise, dans un tout petit bureau. C'est une forme de harcèlement moral parce que tu sais que la personne ne peut pas démissionner parce qu'elle ne peut pas trouver mieux. La personne a des engagements bancaires, tu le mets dans un coin et tu ne donnes pas de travail. Voilà, tu as la possibilité de le faire, mais c'est un harcèlement moral. Donc, je souscris totalement à ce qu'il vient de dire. Et voilà, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Comme l'objectif aujourd'hui, c'est de laisser les participants interagir et présenter un peu pour mieux comprendre tout, parce que moi-même aujourd'hui, je pense que je suis la première concernée pour mieux comprendre cet environnement de harcèlement moral. Avant de continuer à la prochaine question, je vais laisser, il y a d'abord Muketou, ensuite c'est Hervé. Oui, monsieur Muketou, vous avez levé la main. Si vous pouvez partager en 2 minutes votre question, votre préoccupation, s'il vous plaît. Non, moi, ce n'est pas une question ni une préoccupation, c'est une contribution par contre. Ah, super, merci. Parce qu'effectivement, les 2 personnes qui se sont exprimées, notamment le psychologue et l'autre, ils ont parlé de beaucoup de choses. Et effectivement, on retrouve bien que la notion de harcèlement moral, c'est une notion qui n'est pas en vogue sur le continent, mais qui, puisque les gens ne savent pas quelles sont, ma foi, les limites de ce que cela représente, donc d'aucuns croient que c'est normal ce qu'elles vivent. Et d'aucuns aussi, qui sont victimes de cela, ne se documentent pas, donc ne recherchent pas un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est normal dans le monde professionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, la plupart des personnes préfèrent subir cet état de choses et puis jusqu'à ce qu'elles en viennent à, ma foi, à tomber dans le burn-out. Et qui dit burn-out, on peut faire une crise cardiaque,
on peut se laisser dépérir. Voilà, donc c'est pour montrer un peu que le harcèlement, en fait, c'est un cancer qui ne dit pas son nom et qui, à l'intérieur du corps humain, détruit la personne petit à petit, parce que la personne va se dévaloriser elle-même. Tandis que non, je suis désolé, une personne quelle qu'elle soit, que ce soit un balayeur, Nous l'avons perdu, la connexion. son rôle, sa valeur est liée au fait qu'elle nous permet de pouvoir valoriser, on dégrade cette personne-là, on la met. Et quand on arrive à ce point-là, l'harceleur a atteint son point et il sait que la personne, telle qu'elle, puisqu'elle s'est déjà chosifiée, donc je peux juste enseigner le dernier coup et la personne va s'effondrer. Merci beaucoup pour cette participation. Effectivement, vraiment, bon, je pense que je laisse d'abord la parole à Hervé. Hervé, est-ce que tu voudrais une contribution, une suggestion, une question? Nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, j'espère qu'on m'écoute, hein. Oui, oui. OK, d'accord. Je voudrais déjà vous remercier parce que c'est un sujet qui est très important. Et je voudrais également participer en disant que les causes peuvent être parfois euh, des conflits que des employés pourraient avoir avec des collaborateurs ou avec leurs responsables. Parce que très souvent, euh, tout cela découle parfois des petits conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un. Souvent, peuvent être des conflits liés à la professionnalisation, liés parfois au, au petit complexe entre collègues. Alors, je suis vraiment d'accord avec ce que Murtala Mar, monsieur Mar a dit tout à l'heure concernant la charge de travail. Je suis vraiment d'accord avec ça. Alors, moi, je voudrais aborder le point justement en renforçant le point de vue en donnant quelques éléments. Alors, on peut voir ça d'une autre manière. Ça peut être également l'héritage colonial. Parce qu'effectivement, nous qui sommes dans le système francophone, nous avons hérité d'un système de travail qui est un peu à la française. Quand je dis à la française, parce que là, a été vraiment influencé par le système militaire, ou alors le colon, lorsqu'il arrive, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui impose même la façon de penser. Et du coup, ce que nous avons en nous, c'est que lorsque le responsable ou le chef d'entreprise dit, voici comment ça passe. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est le responsable de l'entreprise qui impulse la direction à suivre dans l'entreprise. C'est tout à fait normal. Et effectivement, parfois, peuvent être source de ce genre de problème. L'héritage colonial qui fait, on a tendance à militariser ses employés. Donc, ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il doit faire. Toute activité, lorsqu'on lui donne une orientation, il ne peut pas généralement dire X ou Y parce qu'on est dans un système où on parle de management non actif. Ça peut être un réel problème. Deuxièmement, on peut parler effectivement, tout à l'heure, on a parlé de la charge de travail parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut par rapport à quelque chose, pour un collègue commercial, on vous dira il n'a pas atteint ses objectifs, sera soit vu à la hausse, soit vu à la baisse, parce que tout simplement, vous n'aurez plus de dossier coté à votre nom, vous n'aurez plus d'activité quelconque. On vous enverra, par exemple, dans une zone totalement inaccessible, simplement parce qu'on a envie de vous mettre dos au mur et justifier, comme je l'ai écrit tout à l'heure, des sanctions ou alors simplement vous de l'entreprise. Troisièmement, on peut également vous assigner des sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous imaginez, par exemple, vous êtes en réunion et votre responsable vous interpelle sur un point, alors qu'au préalable, vous n'avez pas été briefé là-dessus et on vous prend comme ça parfois au dépourvu dans une réunion où on sait que le responsable serait là ou des managers. Du coup, vous vous retrouvez dos au mur et vous n'avez pas d'explication.
ça induit parfois des problèmes d'insubordination. Généralement, c'est ce qu'on utilise. Hein, il a été insubordonné, etc. Troisièmement, moi, je pense également qu'il y a le fait culturel. Le fait culturel, parce que tout à l'heure, autant j'ai parlé du système francophone avec le système un peu militaire, autant on peut également aborder la chose de la façon anglophone avec le système de chantage. Moi, je suis dans un pays où il y a beaucoup de recommandations, où il y a beaucoup de parrainage. Une fois que vous êtes parrainé par quelqu'un, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes parfois obligé de faire exactement ce qu'il vous demande de faire. S'il vous dit « faites ça », vous devez le faire. Si vous voulez même montrer que « ok, il a tort », ou alors moi, je pense qu'on peut faire de façon différente. Du coup, ils voient en vous un potentiel en prenant le prétexte que c'est lui qui vous a donné ci, vous a donné ça. Et du coup, vous vous retrouvez en minorité. Et tout à l'heure, je pense que Mortala l'a dit, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes redevable à quelqu'un et systématiquement, il a le dessus sur vous. Et tout ce que vous pourrez dire, puisque lui, il a accès à des sphères dans l'entreprise où vous n'avez pas accès. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a la possibilité de vous torpiller et de faire tout ce qu'il veut à votre insu. Et généralement, puisque nous avons dans les entreprises un directeur qui ne viendra pas mettre votre supérieur mal à l'aise devant vous, ben forcément, il sera un peu appelé à vous sanctionner parfois de façon incongrue. Donc, vraiment, c'est un thème qui est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons plutôt éveiller les consciences des managers en leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où il faut manager de façon proactive, il faut manager de façon participative et non pas seulement appeler les collaborateurs à être consultatifs. C'est-à-dire, oui, je t'appelle, je prends vos avis et puis, bon, d'accord, j'ai pris vos avis, je verrai si je peux en prendre compte. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ce genre de problème qui se pose. J'ai un cas pratique, une dame que je connais, qui travaille dans une entreprise ici, qui, à cause d'un petit conflit avec sa responsable directe, mais aujourd'hui, elle n'a plus de dossier coté à son nom. Tout ce qu'elle fait systématiquement est mauvais. Tout simplement parce que la personne ne vous veut plus dans son équipe. Et une fois qu'elle ne vous veut plus dans son équipe, on peut avoir la pression parce qu'on a des documents, on a un travail qu'il faut rendre avec des délais bien précis. Mais aujourd'hui, on vous stresse. Comme tout à l'heure, monsieur, je pense que c'est quoi, non pas Kwasi, celui qui est intervenu avant moi, j'ai un peu oublié son nom, Lucien. qui disait que on vous met dans une situation où on sait que vous n'avez pas la possibilité d'avoir mieux que ce que vous avez au moment où vous êtes traité de cette façon. Du coup, vous baissez un peu la garde et malheureusement, vous êtes obligé de subir. Donc, pour mon premier jet, je pense que c'est un peu ce que je peux donner comme point de vue par rapport à ça. D'accord. Merci, Régine. Ton micro est fermé. Merci, Régine. Merci beaucoup, Hervé, pour ta contribution et tes cas pratiques. Bon, je vais un peu essayer de vous dire maintenant, pour tous ceux qui peuvent, je pense, j'ai essayé de lister quelques actions, je ne sais pas si elles sont considérées comme du harcèlement moral. Je vais essayer de vous le donner, vous allez me dire oui ou non si c'est du harcèlement moral. Le dénigrement et la brimade, est-ce que c'est du harcèlement moral? Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui, bien sûr. Voilà, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que le dénigrement ou la brimade peuvent constituer des motifs de harcèlement moral? Oui, pour moi, le plus important, c'est de voir la fréquence de ce genre d'acte. Quand la brimade est faite de façon répétitive, récurrente, oui. Voilà, récurrente, répétitive, ça peut être constitutif de harcèlement moral. Mais juste une brimade une seule fois, 2 fois, ne peut pas être constitutif de harcèlement moral. Mais quand c'est fait de façon répétitive, effectivement, à la longue, ça peut devenir du harcèlement moral.
D'accord. Donc, les critiques injustifiées, dont le facteur ici, c'est la répétition, le fait que ces différents éléments se fassent de manière répétitive et surtout non justifiée, en fait. Exactement. Et aussi, la jurisprudence française nous a dit qu'on n'a pas besoin que la répétition se fasse sur une très longue période, mais même sur une courte période. Mais le plus important, c'est qu'il y ait une répétition. La courte période, là, on peut l'estimer à combien? Une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est ça, vous savez, il y a des humiliations, il y a des choses, il y a des actions qu'on fait en entreprise. On n'a pas besoin de vous les faire trois fois ou quatre fois hein, pour qu'elles vous détruisent. Il suffit de vous la faire une fois. Par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas l'humiliation. Il suffit qu'en pleine réunion, vous l'humiliez une fois, deux fois devant ses collaborateurs et c'est fini. Hein. Maintenant, dans la notion de répétition, qu'est-ce que vous nous conseillez en fait? Après, c'est après deux fois, trois fois, quatre fois où vous devez déjà commencer à penser à cette question que ça, il peut s'agir d'un harcèlement moral en fait. Alors, moi, je pense que il y a deux éléments sur lesquels on peut déjà se focaliser pour pouvoir mieux nous orienter. Il y a le fait de la répétition, mais aussi l'idée de ce que ça a comme conséquence sur notre santé. Voilà. Parce que n'oublions pas que nous n'avons pas tous la même constitution psychologique. Donc, il y a certains éléments qui peuvent être facilement digérés par un individu X et il va accepter des faits sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, avec la capacité de pouvoir la digérer. Mais une autre personne, un seul cas peut vraiment l'affecter sévèrement. Alors, je vous donne un exemple. J'avais une collègue avec qui j'effectuais une mission sur un projet, une collègue qui, ma foi, est très ouverte parce que j'ai travaillé avec elle, elle est très ouverte et dans son apprentissage en milieu organisationnel, dans le monde du travail, elle n'avait pas également cette notion de respect de la hiérarchie et du processus et de tout ce qu'il y a autour. Donc, elle a envoyé un texto à un de ses bailleurs en outrepassant le pouvoir de la direction. Donc, juste parce qu'elle avait c'était juste de l'amitié qu'elle avait avec l'individu au niveau du bailleur. Donc, elle lui a envoyé un texto. Mais ce qui est mal passé, c'est que la direction a mal digéré, bien évidemment. Et donc, du coup, au niveau du travail, elle ne recevait plus des tâches. Et en plus de ne pas recevoir des tâches, vous voyez, dans l'organisation du travail, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance organisationnelle que nous savons. La reconnaissance organisationnelle, ce n'est pas quelque chose de très stratégique. C'est juste un bonjour le matin, c'est juste l'estimation, c'est juste la considération de l'individu dans son humanisme. Et elle avait perdu cela, juste parce qu'elle avait outrepassé l'autorité de la direction. Elle avait perdu cet élément-là. Et elle m'a fait savoir qu'elle avait commencé à avoir des palpitations. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital et le médecin lui a demandé de prendre des jours de repos pour pouvoir digérer tout ça. Mais comme moi, j'ai échangé avec elle, j'ai trouvé la source que c'était le fait qu'elle était mise à l'écart. On ne l'estimait plus, juste un bonjour, on ne le disait plus. À l'heure du repas, elle était isolée, les autres faisaient les choses entre eux. Donc, vous voyez que en plus de la répétition, on doit prendre également en compte la constitution psychologique de la personne. Est-ce que cet individu-là, un seul élément peut fragiliser cet individu? Si oui, déjà, il est important de considérer cela comme un harcèlement moral. C'est très important parce que d'autres vont supporter, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas supporter le rejet. En entreprise, on a ces genres de collaborateurs tête tactile, ils sont toujours à votre côté, ils sont juste là pour savoir comment vous allez. Si vous avez un souci que vous ne parlez pas avec eux, une semaine, 2 semaines, ils peuvent faire une crise. Soit c'est une dépression, soit c'est une angoisse, ils commencent à vivre difficilement. Voilà. Donc pour moi, c'est difficile de quantifier le nombre de répétitions, mais c'est aussi important de tenir compte de la constitution psychologique de la personne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
C'est superbe, hein? C'est un élément qui est très important. Donc, ça sous-entend aussi qu'il faut connaître ses collaborateurs. Donc, c'est pas Effectivement. simplement nous, dans la qualité de vie au travail, pour nous, nous disons toujours aux managers, vous ne pouvez pas réussir à travailler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que Vous vous ne connaissez devez pas. organiser des moments au travail où on ne parle pas de travail, mais où on prend le temps de se connaître, d'apprendre à se côtoyer, d'apprendre à connaître quelles peuvent être les peurs d'un ou bien de l'autre. Moi, je veux vous prendre aussi une petite anecdote. J'ai organisé un team building dans une entreprise où c'était simplement un team building sur les conflits. Ils étaient très en conflit dans cette équipe et tout. Et j'ai fait une petite activité. Rassurez-vous, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à travailler en symbiose depuis. Bref, ils n'avaient même pas les petits éléments de collaboration, tout simplement parce que un jour, il est arrivé au travail avec cette période de décembre avec un serpent en jouet. Donc, il a pris le serpent en jouet, il a lancé sur son collaborateur, excusez-moi de rire, et ce collaborateur-là, sa plus grosse frayeur, c'est le serpent. Donc, qu'il soit en jouet, qu'il soit naturel, humain, réel, il ne supporte pas. Et ça a tellement cassé la collaboration entre au point où, je dis, quand le dossier de l'un passe dans le bureau de l'autre, il est prêt à le caler, en fait. Est-ce que, comme on le dit, ça sous-entend d'aller au-delà de, voilà, le dossier, de vraiment se découvrir, de se connaître, quelles peuvent être les peurs des uns et des autres, jusqu'où on peut aller avec un collaborateur, quelles sont ses limites sur le côté psychologique. Mais bon, dans nos entreprises, on n'en parle pas parce que nous sommes dans des entreprises très capitalistes. L'objectif, c'est de travailler. Vous voyez déjà même, moi, quand je rencontre certains DRH, j'essaie de parler du harcèlement. On dit, ah, il faut laisser ton affaire là. On n'a pas besoin de ça ici pour l'instant. Il ne faut pas venir faire ça, on va licencier les gens pour rien. Donc, simplement, même le fait d'en parler, c'est détecté comme un élément pour venir, excusez-moi le dire, pour venir rebeller les collaborateurs. En fait, parler du harcèlement, ça va rebeller les collaborateurs. Les pauvres, on va les licencier ici pour rien, ainsi de suite. Bon, pour continuer, j'aimerais proposer une prochaine question. Cyril, bonjour, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour, Et Régine. après, je vais te donner une minute pour que tu essaies de faire ton partage. Merci. D'accord. Qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place pour détecter le harcèlement moral et surtout pour accompagner certains collaborateurs? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? Dommage, j'avais un médecin qui devait intervenir, mais il a des défis de connexion depuis. Il n'arrive pas à se connecter. Il nous aura aussi apporté beaucoup par rapport à ses interventions en entreprise. Mais voilà, qu'est-ce que l'entreprise met en place pour détecter et pour accompagner les collaborateurs? À ce jour, je comprends que ça doit être nécessairement spécifique, en fait. Parce que quand je comprends que dans certaines entreprises, il y a le côté culturel qui n'est pas détecté comme un harcèlement moral, ça sous-entend que certaines pratiques, il faut les laisser ou bien, en fait. Comment le détecter et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, voilà. Merci. Oui, Mort. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises doivent intégrer dans leur culture la prohibition et la répression systématique du harcèlement moral. Et pour réprimer systématiquement, efficacement le harcèlement moral, il faut que les victimes aient les moyens de dénoncer leurs auteurs sans risquer de représailles derrière. On sait que dans certaines organisations aujourd'hui, on essaie de mettre en place des politiques bannissant le harcèlement moral, des outils qui sont là pour aider les auteurs à dénoncer. Mais souvent, ce qui bloque l'effectivité de ces mesures, c'est que derrière l'employé qui dénonce risque de subir un retour de bâton. Et cela fait que les victimes souvent ne disent rien, vivent leur mal-être en secret ou le partagent avec des personnes qui ne sont pas susceptibles de les aider. Donc, il faut que nos entreprises intègrent la lutte contre le harcèlement dans leur culture, leur way of working, en mettant en place des outils de dénonciation, de protection et de prise en charge des victimes et surtout de sensibilisation et de formation du personnel. Donc, un employé qui arrive dans une entreprise doit savoir ce qu'est le harcèlement moral, pas que. Les risques qu'il encourt s'il devient l'auteur de harcèlement moral et comment peut-il faire pour faire cesser cette pratique s'il en était victime. Je pense que
c'est Lucien qui en a parlé. Souvent, les victimes ne savent même pas. Et aussi, Hervé a mentionné un point qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'on a hérité, on a l'héritage colonial français du moins, mais on n'a pas nos États qui légifèrent aussi rapidement que la France. Donc voilà, globalement, il faut que les employés, que les managers sachent comment ils doivent faire pour éviter de faire vivre un harcèlement moral aux employés, que les employés aussi sachent dans quelle mesure leurs actes peuvent être constitutifs de harcèlement moral et ce qu'ils encourent s'ils le font. Donc, le harcèlement moral est une pratique qui est néfaste. Ses conséquences sont désastreuses, que ce soit sur la carrière, la santé mentale, les relations, la vie de famille, les performances. Donc, il faut que nos entreprises en fassent une priorité. Il faut qu'elles sensibilisent, qu'elles forment leur personnel, leurs managers, et aussi que nous incitons nos États à définir la notion, à obliger aussi les entreprises à prendre les mesures idoines pour aller vers une protection effective des employés contre cette pratique. Merci. Merci beaucoup, Sikra. Tu voudrais rajouter quelque chose? Ton micro, s'il te plaît. Alors, moi, je pense que dans le Code du travail ivoirien, je pense que dans les préliminaires, en article 5, il est vraiment parlé de l'harcèlement moral, mais aussi sexuel. Et il est précisé que cette action est sanctionnée. Et je crois bien que dans un autre article, je me souviens bien, il est décidé que cet article-là doit être pris, inscrit et mis à la connaissance de tous les employés. Donc, du coup, il faut communiquer autour, comme Omar l'a dit, il faut communiquer autour de la question pour pouvoir non seulement amener les personnes qui potentiellement pourraient être victimes ou les potentiels harceleurs de savoir réellement ce qu'ils encourent en vivant ou en ayant de telles manières de se comporter. Vous voyez, parce que tant qu'on n'est pas dans cet élément-là, on ne peut pas vraiment avoir des actions autour. Et je pense que au-delà même de la communication autour, il est impératif pour les organisations de créer des cadres et des lucarnes pour pouvoir échanger sur la question. Parce que c'est comme une éducation. Lorsqu'on trouve quelque chose comme tabou, c'est clair que les gens ne parleront pas. Ceux qui voudront peut-être ou vivront ces situations ne pourront pas s'exprimer. Moi, on l'a dit, et c'est un cas bien précis, ceux qui vont en consultation, ou bien ceux qui vivent de ces cas-là et qui vont en consultation de harcèlement moral, ce sont des personnes qui, normalement, ont identifié un certain nombre de faits et qui, à la longue, ont décidé de pouvoir vraiment s'en sortir, donc se défaire de cet entrain-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est soit les parents de la personne qui commencent à identifier les éléments que la personne vit. On ne te reconnaît plus, on voit que tu n'es plus dynamique, on voit que tu n'es plus enthousiaste. Quand tu reviens du travail, tu n'as pas la même mine, tu n'es pas joyeuse. On a comme l'impression que c'est difficile pour toi de retourner au travail, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est au fur et à mesure que la personne pourra exprimer. Mais il arrive aussi qu'il y a des personnes qui savent, qui identifient déjà qu'elles sont en train de vivre un harcèlement moral. Donc, il faut communiquer autour. Les entreprises peuvent travailler en ce sens-là. Il faut communiquer autour. Je disais à l'une de nos organisations où j'interviens, les groupes de parole, ce n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas fait pour les jeunes. Ce n'est pas fait pour les jeunes. C'est fait également pour les collaborateurs. Parce que les risques psychosociaux sont énormes en entreprise. Tu peux voir un travailleur qui est en train de vivre une situation, il a juste besoin de s'exprimer. Il a juste besoin d'avoir une oreille attentive. C'est peut-être qu'il a comme l'impression que la direction n'est pas à l'écoute de ses salariés, de ses collaborateurs. C'est comme si il a comme l'impression qu'il est en désaccord avec un autre travailleur, mais c'est peut-être un souci de communication. Donc, les moments pour une bonne prise en charge, il faut également créer ces groupes de parole-là pour que les gens puissent s'exprimer. Si les gens s'expriment, vous allez voir que l'individu même qui a peut-être des tendances de harceleur, il sera amené à être un peu réticent. Voilà, moi je les appelle les harceleurs
de personnalité. Les narcissiques peuvent être des harceleurs. Les pervers peuvent être des harceleurs. Il y a également les personnes histrioniques qui peuvent être des harceleurs. Mais eux, ils ont ça dans la personnalité. Mais s'ils arrivent dans un cadre où tout est balisé, vous allez voir que le besoin même, la pulsion même de vouloir harceler quelqu'un, la pulsion va être repoussée. La pulsion va être repoussée. Et lorsque la pulsion est repoussée, elle va trouver une autre forme pour pouvoir s'extérioriser, mais l'autre forme sera admise en société. Elle sera acceptée dans cette société-là. Il pourra peut-être extérioriser cette pulsion d'harceler quelqu'un sur peut-être un objet, dans une activité de détente à la sortie du travail. Voilà, c'est pourquoi souvent les salles de gym sont prisées par certains travailleurs. Quand tu écoutes un travailleur qui te dit que j'ai le temps de me défouler quand je suis en salle de gym, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il reçoit quelque chose où il ne peut pas répondre. Il est obligé d'aller en salle de gym pour pouvoir déverser tout ce qu'il a en lui. Donc, aussi bien les groupes de parole qui sont quelque chose de très important, mais il faut aussi organiser des temps de détente pour pouvoir vraiment se libérer. C'est ce que j'avais à apporter comme contribution. Merci beaucoup. Le réel défi souvent, c'est que la démotivation, on ne l'assimile pas à une conséquence du harcèlement, en fait. On l'assimile pas. Très souvent, on dit quand un collaborateur est démotivé, sûrement, pour nous qui faisons dans le bien-être au travail, il n'aime pas ce qu'il fait, il a une certaine charge de travail, jusqu'à ce jour où vous me dites que la charge de travail peut constituer un acte de harcèlement moral. Ça veut dire qu'il ne trouve pas un sens à sa vie parce que beaucoup de gens disent, bon, lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, on ne pouvait pas imaginer que la démotivation aussi peut découler de cet acte de harcèlement. Bon, comme en entreprise, moi, la plupart d'entreprises où j'interviens, rassurez-vous, on n'en parle pas. On ne veut pas en parler parce que très souvent, on pense que on subit trop de stress, on n'a pas le temps pour ça. Moi, je vois j'ai une activité pour les formations managériales, j'ai une activité que je fais aux managers, je demande à leurs collaborateurs de les évaluer. Mais ce que je reçois comme retour des collaborateurs, quand des collaborateurs vous disent on est un manager, il nous injurie, il nous infantilise, il nous dit, et que ce manager, après, quand vous le voyez, il te dit qu'il fait des chiffres, il est le meilleur manager parce qu'il fait certains chiffres, on comprend que bon, après, il y a un défi de formation, mais c'est tellement délicat dans l'entreprise et c'est malheureux pour nos entreprises de ne pas en parler, de ne pas vraiment regarder ce volet santé mentale qui peut être très affecté et qui nous suit à la maison. Je vais demander un peu à Cyril, avec qui j'échange un peu sur le LinkedIn, qui peut nous faire un partage. Cyril, nous t'écoutons et surtout merci de participer. Donc voilà, je Ah ben, t'écoute. c'est un plaisir, Régine, merci. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors, je suis particulièrement intéressé par ce sujet parce que, à deux titres, dans un premier temps, en tant que victime de harcèlement moral, c'est dans ce sens que je crois que c'est dans ce cadre que j'ai contacté Régine, mais également parce que actuellement, dans l'entreprise qui m'emploie, un code de bonne conduite est en train d'être mis en œuvre. C'est un projet sur lequel j'ai énormément travaillé. Moi, je suis communicant, donc il fallait passer le message auprès des collaborateurs. Et le tour que j'ai pu faire auprès des collègues pour aborder ces sujets-là, notamment la question du harcèlement qui est évoquée là-dedans, ce que je peux en dire est que moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit parce que je pense que c'est une réalité dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, qui donnent l'impression que l'entreprise a la volonté d'aller dans le sens d'un certain changement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des prérequis, à mon avis, ou des préalables qui relèvent purement et simplement de la volonté managériale. Il faut libérer la parole. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir tous les instruments juridiques et un certain nombre de choses qui ont été citées tout à l'heure. Si la parole n'est pas libérée en entreprise et qu'on ne se sent pas libre de parler, d'aborder ces sujets-là, sans avoir l'impression de commettre un impair, ça sera difficile parce que les gens vivent des choses incroyables, mais s'ils ne savent pas qu'ils peuvent en parler, s'ils ne se sentent pas libres d'en parler, ben, les choses ne sont pas... Vous aurez beau faire sensibiliser et autres, si la parole n'est pas libérée,
les choses ne vont pas changer. Moi, je partage, je peux partager avec vous parce que je pense que la question demeure. Les gens n'y croient pas. C'est une démarche qui a été saluée, applaudie. On a un code de bonne conduite et une bande dessinée qui met en situation un certain nombre de problématiques pertinentes, dont le harcèlement moral qui a été illustré dans la bande dessinée. Et ça faisait partie des problèmes les plus récurrents, c'est-à-dire que de toutes les thématiques que nous avons abordées, c'est la thématique sur laquelle les gens sont le plus revenus, ont le plus réagi et avaient le plus à partager. Mais il y avait énormément, je vous dis, les réticences étaient très fortes. C'est-à-dire les gens n'y croient pas, ils ne pensent pas qu'un changement soit possible d'une quelconque manière. Ils sont bien contents de voir qu'il y ait ces outils et tout ça. Bon, mais c'est des hommes. Le problème, c'est que derrière tout ça, ce sont des hommes qui sont derrière ce système. Et je pense que s'il n'y a pas des signaux forts qui sont donnés par le top management pour qu'on sente vraiment qu'il y a un avant et un après et qu'on a la volonté de faire changer les choses, c'est un peu compliqué. Parce que lorsque je vous entends en parler, on a l'impression que le harcèlement moral, c'est uniquement les managers qui harcèlent leurs collaborateurs, leurs subalternes. Mais en fait, moi, je vous assure, j'ai été victime de harcèlement parce que j'étais harcelé. Je le suis d'ailleurs encore par mon manager. Mais j'ai également pu l'occasion, dans le cadre de ce projet, de découvrir qu'il y a des managers qui subissent des choses, mais juste à peine croyables. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les deux sens. Et on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. D'abord parce qu'on n'en parle pas du tout. Et quand bien même on veut en parler, on ne sait pas toujours comment s'y prendre parce que très souvent, on craint des représailles. Oui, parce que dès que vous tentez de vous exprimer là-dessus, ben, c'est le rouleau compresseur qui va s'abattre sur vous, hein, donc, parce que vous avez osé et autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Moi, pour ma part, je dois avouer que le simple fait de pouvoir en parler m'a fait beaucoup de bien parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul déjà à vivre ce genre de choses et que il y a, que ce soit d'un point de vue le suivi psychologique, parce que vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'être accompagné. Moi, j'ai rencontré un médecin, j'ai beaucoup discuté, et de pouvoir mettre des mots et une explication à ce que vous vivez, en fait, pour que ce n'est pas quelque chose, parce que vous perdez confiance en vous, vous tombez malade, vous vivez des choses. C'est vraiment un processus qui vous tue à petit feu si vous ne réagissez pas. Mais je dois aussi dire que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hein. Le monde de l'entreprise, il est dur, il est difficile. Donc, il faut quand même faire preuve d'une certaine résilience, mais je pense qu'il est important de pouvoir, il faut libérer la parole. Je pense qu'à mon avis, ça passe par là. Si vous ne pouvez pas mettre des mots sur ce qui vous dérange, pouvoir en parler librement, ce sera difficile de faire que les choses changent ou évoluent. Moi, pour ma part, je ne dirais pas que je suis guéri, je pense que je suis en processus, mais je me sens libre de pouvoir en parler et ça fait beaucoup de bien. Donc, que ce soit dans des plateformes comme celle-là, comme ce dans le cadre des formations, des séances de sensibilisation des collaborateurs en entreprise, mais également des partages d'expériences avec d'autres personnes qui, dans des environnements, des organisations qui sont différentes de la mienne, vivent des choses tout aussi similaires, parfois plus difficiles même. Et je devrais aussi relever que euh, quelquefois, ce qui est compliqué, c'est que vous avez deux cas de figure. Vous avez des cas de harcèlement où le bourreau, si je peux l'appeler ainsi, n'est pas conscient hein, du mal qu'il fait de par les actes qu'il pose. Mais vous avez l'autre cas de figure qui est insidieux parce que c'est volontaire. C'est quelque chose de pensé, de réfléchi dans le sens de vous briser, de vous détruire. C'est un peu, voilà, c'est un peu le cas de figure auquel moi j'ai été confronté, je suis confronté. Et je vous assure que vous avez l'impression que la personne qui est de ce que vous avez contre vous, quand elle rentre chez elle le soir, elle réfléchit en fait à ce qu'elle va vous faire pour vous pourrir la vie le lendemain. Et vous avez beau en parler, ça s'arrête pas comme ça parce que vous avez beau le dire, le relever, le signaler, on va toujours trouver, parce que si le système dans sa globalité ne, ne reconnaît pas cela comme étant un problème, vous aurez du mal à avoir une oreille attentive, des personnes qui sont disposées à vous entendre et à considérer que vous avez un problème et que vous avez besoin non seulement d'être assisté, parce que vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous assiste, vous êtes en détresse, et de trouver un moyen de résoudre le problème dans sa globalité.
je voudrais aborder un dernier point qui est les mécanismes de signalement. Parce que j'en ai parlé avec toi, Régine, en inbox tout à l'heure. Il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans des entreprises, nous savons un peu comment ça se passe dans les contextes qui sont les nôtres. Et ça rejoint peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de la nécessité de libérer la parole, mais le mécanisme de signalement. Je préfère utiliser le mot signalement parce que les expressions dénonciation et autres me posent un peu problème, parce que c'est des choses, des concepts que si on les manipule pas bien, on crée d'autres problèmes au lieu de résoudre ce qu'on veut arranger. Parce que je pense que la démarche est d'abord pédagogique. Il s'agit de changer les comportements avant de sanctionner, parce que je pense que les gens n'ont pas toujours conscience du mal qu'ils font. C'est d'attirer l'attention sur le fait que ces comportements sont inappropriés et qu'ils doivent changer, et après de passer peut-être à une étape de répression. Mais vraiment, tout ça repose, comme je le disais, c'est la volonté du management des entreprises qui nous emploient. Si le management n'a pas la volonté que ça change, les instruments auront beau être là, s'ils ne les utilisent pas et qu'ils ne les mettent pas en branle, bah, c'est des pratiques et ils vont persister. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur la nécessité de libérer la parole. Pouvoir en parler, ça fait un bien fou. Parce que c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème. Et je pense que c'est un bon début de solution, c'est un bon point de départ pour trouver des solutions. Donc, Et nous voilà ce que voyons le j'avais à bien, partager. et nous voyons le bien que ça te fait quand tu fais ton partage. Nous ressentons vraiment que ça t'a apporté beaucoup de bien, ça t'a redonné cette confiance. Et si j'ai une dernière question à te poser, toi qui as vécu, qui a vécu vraiment le harcèlement, pendant combien de temps tu l'as vécu et pendant que tu le vivais, quelles sont les relations que tu entretenais avec ce, entre guillemets, le bourreau? Oula, bah, déjà, ma situation était un peu particulière. Donc, je peux un peu la partager. Je me suis retrouvé, en fait, euh, c'est vraiment des problématiques de management en entreprise. On vous donne une fonction et après, la personne qu'on vient mettre au-dessus de votre tête estimait que le poste que vous occupez, elle aurait dû l'occuper et elle vient avec un esprit de revanche. Vous n'avez rien demandé à personne. Vous devenez en fait le tam-tam de quelqu'un qui en fait estime qu'il est dans une dynamique, il faut qu'il se venge et tout. Ben, au début, moi, je n'ai pas compris. Donc, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et après, le phénomène d'occurrence et de récurrence, justement, m'a permis de entendre qu'il y avait un problème et que c'était quelque chose de plus insidieux, en fait. C'était pas juste, parce qu'on peut parfois mettre, on sait qu'il y a des comportements difficiles, des personnes avec des tempéraments, des caractères difficiles en entreprise, on sait qu'on les gère, puisqu'on est obligé de faire avec, mais le phénomène d'occurrence et de récurrence et de persistance, vraiment, parce que c'est quelque chose de graduel. Vous sentez que ça monte en charge au fur et à mesure. Et vous, à un moment donné, vous perdez pied, tout simplement. Donc, moi, à partir du moment où ça a commencé à être très, très récurrent, et le rapport était exclusivement, mais exclusivement conflictuel. C'est-à-dire que tout ce que je faisais était mal. On vous fait des procès d'intention pour tout et pour n'importe quoi en permanence. Donc, si vous n'avez pas de ressources morales très fortes, vous perdez complètement pied. Et je dois avouer que je pense que je suis quelqu'un d'assez résilient, mais à un moment donné, j'ai senti vraiment que je perdais pied. Et je suis allé rapidement voir un médecin qui a eu, je pense qu'il a compris tout de suite. Parce que quand vous entrez dans le process où vous commencez à déprimer et autres, vous avez pas, c'est pas des médicaments qu'on va vous prescrire qui vont vous aider parce que vous entrez, j'ai envie de dire, c'est un crédit que vous prenez sur votre santé et l'addition, elle se paye cash. Donc, il faut faire face et considérer que la situation, plutôt que de la subir, vous devez vous dire que c'est un être humain comme vous, même si la personne a du pouvoir et autres, mais que elle ne peut pas, c'est pas elle qui définit qui vous êtes et que vous pouvez continuer d'exister malgré tout. Mais ça prend du temps. C'est un processus. Moi, pour arriver au point où je peux en parler comme je le fais aujourd'hui, j'ai quand même un peu cheminé parce que je pense que j'ai failli sombrer. Je pense que j'ai eu la chance de faire de bonnes rencontres, mais surtout d'en parler parce que je n'ai pas gardé ce qui me dérangeait pour moi. J'ai posé la question pour essayer de comprendre et pouvoir mettre des mots et des explications, que ce soit d'un point de vue médical ou point de vue d'autres personnes autour de moi pour expliquer un peu ce qui m'arrivait.
À partir du moment où j'ai compris ce que c'était, on m'a expliqué comment je devais procéder pour faire face à tout cela. Bon, ça a pris le temps que ça a pris, hein. Maintenant, j'ai envie de dire que les éléments, bon, il y a des éléments de contexte qui vous permettent un peu de comprendre le code de bonne conduite et tout ce qui va avec. Donc, je pense que ça interpelle même les harceleurs, ils se reconnaissent. Mais ce n'est pas des choses qui du jour au lendemain changeront comme ça. Je pense qu'il est très, très important de libérer la parole parce qu'on est dans des sociétés où, en fait, on considère que ce sont des choses somme toute normales, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut faire avec, il faut vivre avec, c'est là. Et on ne considère pas que ce soit un problème en soi. Parce que nos environnements dans l'entreprise sont très durs, très difficiles. Et si vous n'avez pas la carapace un peu épaisse, bah, le moindre la moindre petite bousculade vous emporte, quoi. Donc, c'est ça que je disais, que quoi qu'il arrive, il faut bien considérer que l'environnement d'entreprise n'est pas facile. Il est dur, il est difficile, il faut le reconnaître. Mais ces éléments permettent de baliser pour pouvoir protéger les uns et les autres sans oublier que nous ne sommes pas non plus dans le monde des bisounours. Donc, on ne va pas vous protéger de vous-même, on ne va pas vous protéger des autres sans que vous ne le fassiez vous-même. Parce que pour que tout ce dont on peut parler comme dispositif à mettre en place pour aider les uns et les autres fonctionne, il faut que les gens puissent s'exprimer. Il faut qu'ils se disent qu'ils ont un problème pour qu'on puisse les aider. Parce que les personnes harcelées, en fait, si elles ne parlent pas, ben, vous ne pourrez rien faire, hein. Si elles ne vous disent pas qu'elles ont un problème, même si moi, je peux vous prendre des exemples des collègues en entreprise ici qui, parce qu'on m'a expliqué qu'il y a un mécanisme de signalement, on leur demande d'exprimer votre problème et autres. Ils ne le font pas. Donc, ceux qui à côté sont témoins de choses et de comportements inappropriés prennent la peine de les signaler, mais les intéressés, quand on les approche pour comprendre, ils vous disent qu'ils n'ont pas de problème. Ils ne veulent pas de représailles, ils ne veulent rien, donc ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur. Donc, D'accord. parce que la parole n'est pas libre. D'accord. Merci beaucoup, Thierry, pour ce témoignage. Merci, merci. Parce que j'étais vraiment cherchée pour cette question de harcèlement et merci de nous offrir ton cœur. Bravo à toi si tu y arrives aujourd'hui, bravo à toi et n'hésite pas de soutenir les autres parce que très souvent quand on a vécu ces choses, si tu reconnais dans ton équipe autour de toi des personnes qui en souffrent, soit comme on dit, un porte-rempart de cette histoire de harcèlement parce qu'au moins toi tu l'as dit, tu es peut-être résilient, mais Richard a expliqué, il y a des gens qui sont psychologiquement très faible et il suffit d'un élément. Bon, chez nous, on va dire, nous sommes des Africains, on ne se suicide pas et tout, mais les gens le vivent très mal. Moi, je connais un monsieur qui est décédé après une de mes interventions dans une entreprise 2 semaines après, parce qu'on l'avait mis au garage, comme on le dit simplement. Il était placé au garage et quand j'ai essayé de signaler pourquoi le monsieur il vient au travail aussi délabré, aussi on me dit, il faut le laisser depuis 2 semaines, on ne comprend pas ce qui se passe. Personne n'a osé l'approcher parce qu'il a subitement changé. Et on dit, bon, tu sais, vous savez, avec tout ce qu'on peut penser chez nous, sûrement, il a fait, il est. Et 2 semaines après, sa femme est venue annoncer à l'entreprise qu'il a fait un AVC. Et rassurez-vous, tout l'entreprise c'était du holé. C'est à ce moment qu'on s'est rendu compte que il est arrivé jusqu'à un AVC. Toute la journée, c'était pas traversé. Tout le monde priait dans l'entreprise. Le DG qui a décidé de s'occuper de tous ces soins. Vous voyez un peu ce que l'alerte peut créer chez les gens. Pourtant, il était là, mais plutôt dénié au lieu d'une prise en charge. C'est quand j'ai essayé d'attirer l'attention qu'il est très délabré pour quelqu'un qui vient au travail, pour un employé qui vient au travail, on m'a dit, il faut laisser. Occupe-toi d'abord de ce pourquoi tu es venu. Il faut laisser. Mais 2 semaines après, il n'est pas sorti de cet AVC. Il est décédé. Vous voyez un peu le jeu qui s'est fait après. Les collaborateurs afficher sa photo et tout. Mais c'était déployable. Mais bon, comme c'est aussi la vie, c'est ce qui se passe dans nos entreprises. Nous le faisons comme ça, donc n'hésite pas. En dehors de moi, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une personne qui est dans l'auditoire qui veut partager une contribution, une question ou une suggestion? Je vois, il y a un doigt levé, je ne vois pas exactement. Voilà, Patrick Guessant.
Il y a Patrice qui a levé la main. Allô, Oui, bonsoir Régine. oui, bonsoir Patrice. Merci pour ton invitation. Je t'en prie. Voilà, et depuis je vous suis, mais comme je n'étais pas trop disponible, c'est pourquoi je suis pas intervenu un peu tôt. L'intervention de tout à l'heure, Cyril, m'a beaucoup, je veux dire, ouvert l'esprit, voilà, sur les formes de harcèlement moral que souvent on néglige. Voilà, et donc à sa suite, je voudrais vraiment apporter une contribution. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et il faut dire que les réalités de l'entreprise, par rapport à moi-même, mon expérience, font état souvent, je veux dire, d'un silence dans lequel on se met parce que simplement, on sait que de toute façon, on ne vous écoute pas. Quel que soit ce qui se passe, voilà, il y a vraiment une forme d'acceptation tacite qu'on impose, voilà, et tout le monde donc finit par s'y faire, même quand tout le monde est, je veux dire, dépité. Voilà, on sait qu'il y a la frustration dans le cœur de tous, on sait que tout le monde est contre le système, mais bon, le management est tel que on ne dit rien. Voilà. Et on voit aussi des conséquences des collègues qui s'en vont. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont en contrat, ils sont même pas arrivés au terme de leur contrat, ils ont postulé ailleurs, ça marchait et ils sont en train de partir. Et même pour venir prendre une recommandation, parce qu'il y a des postes pour lesquels, avant d'aller, on vous demande de prendre une recommandation. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que pendant tout ce temps-là, celui qui a osé parler s'en va. Et donc, on sait qu'une recommandation va lui donner du poids là-bas. On refuse de lui signer une recommandation. Et là, donc, ça devient une atmosphère vraiment lourde. Malgré le fait qu'il se sente frustré, c'est lui encore qui va venir demander pardon. Voilà, s'humilier là où on l'avait déjà humilié assez longtemps, juste parce que s'il n'a pas cette recommandation, là où il va, ce n'est pas sûr qu'on puisse le recevoir. Et donc ça, ce sont des cas auxquels on est, je peux dire, personnellement familier, voilà, qu'on a déjà vu. Et donc, ça fait que on finit par banaliser beaucoup d'injustices en entreprise, banaliser tout ce même à quoi on devrait avoir droit. Et puis, finalement, on se dit, bon, je suis là pour un temps. De toute manière, je cherche à partir. Et donc, l'année qui est en train de s'écouler dans cette atmosphère-là, on a malheureusement vu des gens décédés. Voilà, des gens qui sont décédés dans des conditions vraiment bizarres. Voilà, des gens qu'on a vus être, c'est-à-dire passer d'un stade de bonne santé à un stade de dégradation de leur santé. On les a vus être alités, puis bon, ils en sont morts. Et bon, ceux qui sont là continuent, et puis ceux qui ont eu des opportunités sont partis. Wow. Et ils vont, et c'est souvent, avant de partir, ils ne disent pas exactement qu'ils s'en vont. Ils vont faire croire peut-être que compte tenu de la COVID, ils ont eu des soucis, on les a déclarés positifs. Donc, OK, ils s'en vont pour faire des soins. Et 1 mois, 2 mois, on ne les voit plus. C'est quand on va insister ou on va les appeler qu'on va savoir que, en fait, le monsieur, il s'est arrangé pour avoir quelque chose ailleurs, il est parti. Donc, il y a des cas comme ça, voilà. Et le harcèlement est à son comble, en fait. Voilà, le harcèlement est à son comble. On ne vous vient pas, je veux dire, on ne vous martèle pas du genre, on ne vous insulte pas, je veux dire, mais on, vous n'avez pas accès, il n'y a pas de management même où tu peux aller et puis te faire entendre pour dire voici ma déposition parce que tu sais que
même quand tu vas le dire, ça ne va pas être, je veux dire, considéré. Voilà, ça ne va pas être considéré. Et la structure a souvent des opportunités de formation, mais vous allez apprendre après, c'est passé, les gens, ça dit que les managers n'ont pas ouvert cette opportunité aux gens, c'est passé, et puis bon, ainsi de suite, et plein de frustrations s'accumulent chaque jour. Donc, voilà un peu une expérience personnelle, voilà, que à la suite de Cyril, j'ai aussi voulu partager pour dire que la situation est réellement vécue sur le terrain, mais sous diverses formes. Sous diverses formes. Et nous, Est-ce que je peux partager quelque chose pour réagir? d'accord, je vais terminer. Non, d'accord, Patrice. Voilà, juste pour dire que cette forme de harcèlement est possible parce que les gens vous font signer des contrats projets et donc vous êtes en train d'exécuter un projet et on s'arrange à ce que les termes soient imprécis. Vous dites qu'à n'importe quel moment, si l'autre juge que vous ne donnez pas satisfaction, il peut se séparer de vous. Et quand vous-même, vous avez signé un tel contrat, vous-même savez que vous n'avez pas grand-chose à dire à cause de la situation. Donc, ça veut dire que dès le départ même, on vous a contraint à ne pas parler et à tout subir parce que le contrat est écrit à terme imprécis. Voilà. À n'importe quel moment, si on juge que vous ne donnez pas satisfaction, on peut se libérer de vous. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de sécurité. Tout le monde est dans la peur. Et puis voilà, c'est l'insécurité au travail. On vit ça au quotidien. Et puis bon, les gens subissent ça et puis ils continuent. Donc, OK, Cyril, tu peux prendre la parole. D'accord, encore deux interventions et puis Maure et Sikra vont donner les mots de fin. Le sujet est tellement intéressant, passionnant, autant de détresse que nous entendons aujourd'hui, parce que quand je comprends que dans un environnement, des gens peuvent même décéder et qu'après, on ne met rien derrière, des gens démissionnent à bout de champ, les gens décèdent, il y a une récurrence de maladies et que, bon, les organisations ne prennent pas conscience. Bon, on se demande bien qu'est-ce qui se passe? Mais après, hein, moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui m'a dit il faut souvent choisir le style d'entreprise dans laquelle on travaille parce qu'il y a des entreprises qui sont purement capitalistes. Vous pouvez tous mourir, ce n'est pas leur problème. Ils peuvent tous, ils peuvent changer le personnel le temps qu'ils veulent. Et bon, maintenant, après, c'est à vous de voir. D'accord, Cyril, une dernière courte intervention. Après mort, Sika et je crois Hervé aussi, des petites interventions, s'il vous plaît, pour que nous essayons. On va peut-être relancer une prochaine fois ce même thème, mais là, il faudra aussi que nous pensions à clore la séance d'aujourd'hui. Donc voilà, Cyril, un dernier partage. Non, c'était juste pour réagir par rapport à ce que Patrice disait, pour dire que c'est insidieux. Ce qu'il décrit là, c'est des mécanismes qui sont mis en place pour vous briser, tout simplement. Je veux dire, les mises au placard, il y a un certain nombre de frustrations. J'en parle parce que ça fait partie des choses que j'ai subies, hein. Donc, le but, en fait, est de vous briser moralement. Donc, vous devez perdre confiance en vous et douter de vous, si même vous aviez des certitudes de quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas des remparts bien solides, vous sombrez, tout simplement. Donc, ça fait partie du processus et je pense qu'au-delà, il est important aussi de pouvoir parler de ces choses-là pour savoir comment réagir et comment les gérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les arrêter, mais on a le contrôle de comment on vit ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas empêcher qu'elles arrivent, mais on peut quand même limiter les conséquences qu'elles ont sur nous parce que c'est plus de ça qu'il s'agit. Parce que on aura beau sensibiliser, on aura beau faire un certain nombre de choses, même quand le dispositif fonctionne, bah, les harceleurs continueront de harceler. Ils continueront de faire des choses pour vous briser et démontrer que vous êtes harcelé. C'est à vous d'en apporter la preuve et c'est pas aisé. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même pouvoir faire face parce qu'il faut tenir bon. Sinon, c'est des choses qui, d'une façon ou d'une autre, vous brisent, hein. Directement ou indirectement, votre morale, votre ego en prend un coup quand on vous met au placard ou quand et toutes les autres formes qui ont été abordées ici. Non. Je pense qu'il est important
de parler, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut faire face. Le monde de l'entreprise est difficile, il est dur et c'est des choses que les gens vivent tous les jours, hein. Donc, être placardisé, être mis à l'écart, être brimé, il faut pouvoir faire face. Il faut développer D'accord. soi-même des moyens. Donc, je pense que c'est important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça ne résout pas forcément le problème, mais ça vous permet au moins de tenir bon dans l'environnement parce que vous ne pouvez pas le changer du jour au lendemain, mais vous changez la façon dont vous faites face à cette adversité-là et ça vous permet d'avoir les moyens de tenir. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Hervé, une courte intervention, s'il te plaît, maximum 2 minutes. Et je voudrais aussi dire, hein, ne pas subir, c'est aussi prendre sa décision de partir parce que vous avez signé un contrat de rester, comme vous pouvez aussi signer un contrat pour partir. Donc, après, quand on décide de rester, ça veut dire, comme Cyril l'a dit, quand on décide de mettre des actions, des routines, des pratiques qui nous donnent d'aller au-delà, quoi, parce que c'est bien de se plaindre, mais après aussi, est-ce qu'on décide tout, est-ce qu'on va continuer à toujours subir ou bien on devient acteur? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons aussi notre responsabilité dans toute chose. D'accord? Si je décide de rester dans un environnement où j'ai un bourreau qui m'harcèle, peut-être l'entreprise ne met rien, mais il ne faut pas oublier que ma responsabilité, c'est celle que j'ai prise de rester aussi. Donc, si je décide de rester, je peux me plaindre, c'est une chose. D'un autre côté, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je décide de déployer pour arriver à aller au-delà parce que j'ai pris la décision de rester. Et si je reste, il faut que je dépasse ça. Il faut que j'arrive, soit j'arrive à dépasser la chose, ou alors je la subis et je décide de partir. Ça peut être l'un des deux, quoi. Hervé, s'il te plaît, 2 minutes et après nous allons donner la parole à nos deux panélistes et nous allons nous séparer. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi de les écrire sur le chat. Nous pouvons les prendre et partager avec Maure et Sikra. Merci. Voilà. Hervé, très court, s'il te Oui, plaît. voilà, Très voilà. chaud. Moi, pour conclure, je voudrais déjà commencer par ta fin là. Lorsque tu dis qu'il y a le choix également, sans on part, mais parfois on peut avoir des contraintes qui nous permettent de ne pas y aller. Maintenant, comme on dit, on a souvent le choix, on a toujours le choix. Maintenant, il y a effectivement la contrainte aussi qui rentre en compte. Maintenant, tout à l'heure, on a dit qu'il y a des employés des responsables qui utilisent beaucoup de malice qui vous imposent des choses parfois qui viennent impacter sur vos performances, hein. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut faire la différence entre le stress et la pression au travail. Très souvent, c'est le stress qui fait qu'on arrive à des situations comme celle du monsieur qui dépérit et puis personne ne le voit passer. Et après, il décède ou alors fait un AVC, il devient complètement out. Maintenant, moi, je veux quand même proposer certaines choses, hein. Les entrepreneurs peuvent parfois, pour remédier à ce genre de choses, créer des sorties récréatives pour essayer de faire évacuer un peu certains travailleurs, donner des bons de cinéma, des bons pour des concerts, pour essayer de donner quand même la place aux travailleurs. Parce que lorsqu'on ne donne pas aux travailleurs l'impression qu'il apporte de la valeur ajoutée, qu'il apporte qui crée de la valeur au sein de l'entreprise, se comporte vraiment comme un employé, c'est-à-dire comme un fonctionnaire qui est là pour faire uniquement des tâches à la demande. Maintenant, voilà, il faut également humaniser le travail. C'est l'une des choses très importantes. Je pense que c'est dans le cadre de ton travail. C'est l'humanisation du travail, donner à la personne sa place au niveau de l'entreprise. Des séminaires de mise à niveau également pour hausser le niveau, mais tout, pour moi, tourne autour de l'humanisation du travail. Donner la place de l'homme, c'est-à-dire remettre à l'homme son humanité, lui donner la place au sein de l'entreprise. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup, Hervé. Merci surtout pour ce mot d'humaniser un peu plus nos entreprises. Ça prendra du temps, mais je pense que ça commence déjà à aller. Et pour que ça aille, c'est nous tous, nous devons être des ambassadeurs de comment je peux le dire? Nous sommes tous des ambassadeurs quoi, en termes d'humanisation. Nous sommes humains, nous aussi, nous devons au quotidien humaniser nos relations avec tout notre entourage professionnel. Donc, voilà, un dernier mot déjà mort. Après, Sikra, celui qui veut clore, peut essayer d'échanger. Vous avez la parole. Micro.
Merci beaucoup, Régine. Je pense que Hervé, qui est venu avant moi aussi, a touché le mot. Donc, rendons humain nos organisations parce qu'il s'agit de human being. Nous gérons la vie des gens, nous côtoyons des êtres humains et non des animaux. Donc, mettons en place les mesures qu'il faut en entreprise pour protéger le bien-être du personnel. C'est simplement militer en faveur de la performance de son entreprise ou de son organisation. Libérons la parole et permettons aux employés de parler, mais en même temps, protégeons et prenons en charge les victimes de harcèlement moral. Il faut que nos organisations et entreprises développent la culture de la protection du salarié de façon globale, de la lutte contre les pratiques comme le harcèlement moral, l'abus d'autorité ou le harcèlement sexuel. Donc, pour finir, je rappelle aux entreprises et organisations simplement la fameuse phrase de Richard Branson qui disait si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. Merci beaucoup. Super. Et pour te dire, ça, c'est mon petit slogan, je peux dire, c'est mon petit truc que j'ai rajouté dans tous mes mails. Dans mon mail professionnel, j'ai ajouté ça dans ma carte de visite. Donc, tout le monde qui m'écrit reçoit ce message. Si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vous. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. D'accord, Sikra? Alors, je tenais également à dire merci à tout le monde et à tous ceux qui sont intervenus, parce que c'est quelque chose de fondamental. Pour nous, psychologues du travail et des organisations, nous mettons d'abord l'homme en avant. Et notre objectif, c'est de pouvoir permettre à l'homme, c'est de pouvoir adapter d'abord le travail à l'homme et non l'homme au travail. C'est d'adapter le travail à l'homme. Et ce que Hervé a dit, et renchéri par mort, c'est l'humanisation au niveau du travail. Et ça, nous insistons là-dessus. Vous voyez que la conception de l'harcèlement moral est quelque chose qui est quand même subjectif. Donc, on ne peut pas mettre un certain nombre d'éléments en avant pour dire que si nous voyons cela, automatiquement, il y a harcèlement moral et voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire. D'où la force que ces harceleurs-là ont et la faiblesse des harcelés. On vais également aller dans le sens de Hervé et de moi, c'est de considérer d'abord l'homme. Et j'encourage toute activité qui va dans ce sens-là. Et ces activités, c'est de prioriser la santé mentale des travailleurs. C'est surtout ça. Vous voyez que lorsque vous êtes dans un environnement et que vous trouvez que cet environnement-là, il est malsain pour vous, priorisez d'abord votre santé. Et je pense que c'est ce que Cyril a fait. Il a essayé de développer sa capacité de résilience. Il a signifié un peu. On ne peut pas changer l'homme, mais on peut se changer soi-même. On peut s'adapter à des situations. On peut modifier sa manière de voir les choses pour pouvoir mieux résister aux événements ou aux situations externes. Et c'est ce qui est le plus important. Prendre considération de ce que nous sommes, de ce que nous avons et des forces que nous avons. Et pour cela, vous allez voir qu'il y a certaines actions que nous pouvons faire, telles que les thérapies cognitivo-comportementales. Je pense que Cyril l'a fait sans le savoir. Voilà, en développant de nouvelles capacités, les thérapies cognitivo-comportementales. Et ça permet de pouvoir protéger d'abord son psychologique, protéger également ses émotions, protéger tout ce qu'il y a autour de sa vie familiale, mais aussi professionnelle, et pour pouvoir vraiment être équilibré. Voilà, c'est surtout cet élément-là. Et c'est sur ça que je vais clore mes propos. Merci beaucoup à tous. Merci. D'accord, merci beaucoup parce que le sujet, il est très important, très actuel. Merci beaucoup à Mort qui milite au quotidien. Merci à Richard Sikra qui nous enseigne aussi au quotidien. Vous pouvez retrouver leur profil via le LinkedIn. Il faut reconnaître que la plupart d'entre vous ici, c'est derrière LinkedIn que je vous ai retrouvé et je dis vraiment merci à ce réseau. Je me suis connectée à Mort. Je suis un visuel, hein, c'est un simple visuel qui m'a parlé et puis j'ai dit, tiens, celui-là, il peut m'apporter beaucoup en fait. Puis je suis entrée, il a été très disponible.
pareil aussi à Sikra. Donc, n'hésitez pas, même dans les réseaux sociaux, vous avez des personnes, surtout sur le LinkedIn, vous avez des profils vraiment qui peuvent vous aider, vous avez vu Cyril, c'est par rapport à cette problématique qui m'a rencontré, puis j'ai eu à lui dire des choses, des petites actions qu'il peut faire pour arriver à se gérer. Donc, voilà, donc n'hésitez pas d'être dans un milieu de professionnels. Vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'aller d'abord payer, mais comme ils disent, de libérer la parole, de voir des profils de personnes avec qui vous pouvez déjà échanger pour qu'ils vous disent, qu'ils vous aident à mettre des mots sur ce que vous vivez. Et comme vous avez parlé tout à l'heure de Richard de quoi, psychocognitif et tout. Et de vous prendre en charge personnellement, parce que c'est déjà ça. Arrivez vous-même déjà à développer votre résilience. Merci beaucoup à tous les invités, à tous ceux qui ont pris part, voilà, près d'1h30 déjà. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous enverrons les liens pour tous ceux qui se sont inscrits. Vous allez revoir le lien. Si vous pouvez aussi le partager, parce que c'est aussi ça la sensibilisation. Vous avez participé à ce webinaire, n'hésitez pas de partager pour sensibiliser, pour que les gens comprennent. Mais moi-même qui suis dans le domaine aujourd'hui, j'ai appris de nouvelles choses en fait en termes de harcèlement moral. Donc, n'hésitez pas de partager. Merci. C'est pour nous, cette année, c'est le dernier talk. Nous les appelons les Talks CHO. C'est le dernier Talk CHO de l'année. Nous nous retrouverons en février. Nous laissons en tout le mois de décembre que vous prenez le temps de bien fêter. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, parce que la valeur humaine nous est chère. Prenez soin de vous et nous croyons que nous allons tous nous retrouver en santé pour l'année 2022. Prenez soin de vous. N'hésitez pas de contacter notre cabinet. Nous accompagnons les entreprises en termes de bien-être, qualité de vie au travail, la santé au travail. Aussi, nous faisons aussi dans du secourisme et la sécurité incendie. Nous accompagnons des managers particulièrement. Nous avons des programmes pour accompagner des managers à développer. Nous avons des programmes pour accompagner des managers à vraiment déployer cette notion de bien-être et qualité. Nous avons un programme particulier pour donner des compétences aux managers pour commencer à déployer la qualité de vie au travail et au finish dans les normes et les qualités. Donc, voilà, moi, particulièrement, je suis consultante qualité de vie au travail. Donc, je forme aussi d'autres consultants qualité de vie au travail. Nous avons une formation la semaine prochaine si vous êtes intéressés. Je pourrais vous l'envoyer. Je forme des consultants qualité de vie au travail. Donc, si vous voulez militer pour le bien-être, comme l'a si bien dit Mort, si vous voulez militer au quotidien pour le bien-être au travail, n'hésitez pas de me contacter, soit sur Facebook, sur LinkedIn, beaucoup plus, et je me chargerai de vous envoyer. Et si vous pensez aussi que vos entreprises ont besoin d'une compétence comme la mienne, n'hésitez pas dans vos posts de taguer de temps en temps vos managers ou bien de mettre un commentaire pour nous aider. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces interventions. Merci beaucoup. Cela nous va droit au cœur pour notre cabinet. Merci pour vous aussi d'avoir accepté d'échanger parce qu'il y a des personnes comme Christian, comme M. Tiki qui n'en parle pas, mais lui, il a décidé vraiment d'ouvrir son cœur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt. Chez nous, le slogan, c'est simplement « Valorisons l'humain ». C'est aussi simple que ça. Régine Proulx dit « Valorisons l'humain ». Et merci encore et à très bientôt. Bye. À bientôt, Merci. Régine. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bye. Merci, Sikra et tout le monde. Au revoir.